Bonjour à tous. Merci d'être ici pour les rencontres vidéoludiques. Nouveau volume, cette fois-ci on a un sujet très intéressant. Il s'agit des jeux vidéo indépendants. Alors, aujourd'hui le thème précis c'est comment les indépendants font-ils face aux géants du jeu vidéo. Alors je sais, bon c'est un peu caché. Mais voilà, aujourd'hui vraiment on va parler du jeu vidéo indépendant, notamment le jeu vidéo indépendant français. Oui. Ouais. Et on va voir justement quelle place il a justement dans un secteur qui n'arrête pas de grandir ces dernières années. Donc avant de commencer vraiment, j'aimerais remercier l'école 42 qui nous accueille comme à chaque fois pour les rencontres vidéoludiques. J'aimerais dire également que voilà, les rencontres vidéoludiques, c'est une initiative qui a été lancée par Loisirs Numériques en collaboration avec emo5.com. Et nous sommes là en général 3-4 fois par an, avec à chaque fois un sujet différent et des invités de qualité. Ça, c'est très important de le dire. Alors, j'aimerais remercier également nos invités qui sont là aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter chacun. Alors, je vous en prie. Ok, on commence par moi. Ouais. Alors moi, je m'appelle Baptiste Perron, je suis journaliste depuis quelques années dans la presse jeux vidéo. J'ai travaillé à Console Plus, à Joystick, et j'ai cofondé des éditions qui s'appellent Ulysse, qui au départ publiaient notamment des post-mortem de jeux vidéo et de jeux indépendants aussi. Et actuellement, je travaille chez Link Digital Spirit et je suis journaliste à The Game, pas Game le Mag, The Game. Et voilà. D'accord, donc Link Digital Spirit, c'est ceux qui éditent... C'est la société qui édite Jeux Vidéo Magazine et The Game. Voilà, et la plupart des magazines de jeux vidéo en France en général. Il y en a moins qu'avant, mais ceci voilà. en tout cas, ouais. Alors ensuite, on a David. David, je te laisse te présenter. Ouais, donc écoute, moi je m'appelle David Rabineau, ça fait moins de temps que je travaille dans le jeu vidéo. J'ai bossé dans surtout des boîtes indépendantes en France et à l'étranger, et notamment Colossal Order où je travaille sur City Skylines, Narcute qu'on a fait à 5 en France, un peu dans un garage. Et aujourd'hui, je bosse dans une boîte qui s'appelle Nola Road, qui est un studio en train de se monter sur Paris. D'accord. Et en dernier, nous avons Oscar, ou le final boss, comme il le dit lui-même, ce qui est très bien trouvé d'ailleurs. Ouais, Alors. c'est un peu une blague, mais oui, il faut bien qu'il y en ait un qui décide dans un studio, c'est moi, de manière ultime. Et en général, en fait, comme les gens font très bien leur boulot, je décide de pas grand-chose. Mais voilà, donc je dirige Dontnod, que j'ai créé il y a 9 ans maintenant. Donc pour ceux qui connaissent pas Dontnod, c'est le studio qui est derrière Life is Strange, qui va bientôt sortir Vampire. Avant de créer Dontnod, mais ça fait quand même déjà 9 ans, donc ça commence à faire. J'ai travaillé chez Ubisoft et encore avant chez Electronic Arts. Et en fait, tout au début, j'ai commencé ma carrière dans le jeu vidéo en 2000 pour une société qui s'appelle Criterion, qui a fait un jeu qui s'appelle Burnout. Donc j'ai commencé à Londres, je suis revenu en France. C'est bien de revenir. Et encore avant ça, je suis un peu comme vous, si j'ai bien compris. J'ai fait de la programmation. Et j'ai fait en fait un parcours universitaire avec une thèse de doctorat en informatique. Puis après, j'ai enseigné à la fac. Et à un moment donné, après ma thèse, je me suis dit, il faut que je parte de là et que je rejoigne le côté obscur de la force et que j'aille développer des jeux vidéo. Voilà pour mon parcours. Sacré parcours. Je vois des personnes qui ont déjà des étoiles dans les yeux quand ils entendent votre parcours. Ça laisse rêveur, effectivement. Donc merci à vous trois d'être ici. Alors la trame justement de ces rencontres vidéoludiques, elles vont être très simples. Elles vont être axées autour de trois grandes phases. Donc la première, ce sera le fonctionnement des studios indépendants. En deuxième partie, on parlera de la visibilité justement quand on est indépendant. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est réellement assez compliqué pour les studios indépendants d'être visibles sur une scène qui est très concurrentielle. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sera un peu chauvin. Et on va parler justement des indépendants français, des jeux vidéo indépendants français face au reste du monde. Qu'est-ce qu'on a apporté en plus et justement où on en est dans ce secteur qui n'arrête pas d'évoluer constamment et qui aujourd'hui a mis le jeu vidéo indépendant sur le devant de la scène comme un nouvel Eldorado. Alors, on va commencer par la première chose, parce que beaucoup de personnes parlent de jeux vidéo indépendants, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est le jeu vidéo indépendant. La définition du Larousse donne du mot indépendant qui n'est en aucune façon lié à autre chose, qui est sans rapport avec autre chose.
ou alors qui a son autonomie, sa liberté d'action, et en particulier qui subvient à lui-même et à ses besoins. Je crois que la deuxième définition peut être pas mal. Mais il serait intéressant d'avoir justement votre définition à vous du mot indépendant pour les studios de jeux vidéo indépendants en France. Alors, est-ce que on va commencer par Oscar, qui justement, lui, a un studio de jeux vidéo indépendant. Alors justement, qu'est-ce que le mot indépendant et jeux vidéo indépendant? Je pense que ça se situe au niveau de la capacité à créer, en fait. Donc, d'être suffisamment libre pour pouvoir développer ses propres idées, ses propres propriétés intellectuelles, telles que Dontnod le fait, hein, puisque tous les jeux que nous avons développés et que nous avons sortis sont des propriétés intellectuelles originales, que ce soit Remember Me, que ce soit Life is Strange et Vampire qui arrivent. Donc pour nous, c'est ça. Après, bien sûr, l'indépendance, elle a un coût, elle a un prix. Il faut avoir la chance pour ceux qui veulent travailler ou qui veulent créer eux-mêmes des studios de jeux, des structures. Je pense qu'il faut avoir la capacité financière aussi pour se donner cette liberté-là. Donc voilà, pour moi, c'est ces deux choses-là, c'est créer des trucs qu'on a envie de faire d'une manière suffisamment libre et en avoir la capacité financière. Liberté créative et financière. David, Baptiste, vous, d'un point de vue extérieur, justement, comment vous pourriez définir justement le jeu vidéo indépendant et le mot indépendance? Moyen extérieur, parce que j'ai quand même fait pas mal de jeux indés. Voilà, c'est ça. En plus, oui. Toi, Et moi, je vais construire un peu sur ce que disait Oscar. Il y a l'aspect effectivement juridique de dire c'est nos propriétés intellectuelles, on n'a pas à faire des compromis parce que derrière il y a un licencieur à qui on doit répondre, rendre des comptes, tout ça. Il y a aussi l'aspect de l'indépendance financière qui est toute relative et ça dépend aussi beaucoup de la relation avec l'éditeur. Traditionnellement, on avait tendance à dire un jeu indépendant, c'est un jeu qui n'a pas d'éditeur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai, où il y a de plus en plus de gens qui sont capables d'être financeurs d'un projet de jeu vidéo, que ce soit des éditeurs traditionnels ou juste des business angels, ce genre de profil-là, tout en laissant une liberté créative aux équipes, notamment avec la grosse renaissance du jeu indépendant qui a démarré il y a 5-6 ans. Et donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est vraiment l'aspect compromis, enfin pas faire de compromis créatifs au sein d'une même équipe, où je pense que c'est important de laisser l'équipe s'approprier son projet. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est vachement retrouvé dans le jeu indépendant par rapport aux jeux un peu AAA, où les gens sont beaucoup plus détachés de leur projet, j'ai l'impression, que dans une équipe qui est à échelle plus humaine. Moi, je pense que le concept de jeu indépendant, ça rebondit un peu sur ce que tu viens de dire, c'est lié à un état d'esprit, en fait. Il y avait Christian Cantamessa, qui est donc co-scénariste de Red Dead Redemption, notamment. Il a travaillé sur les Manhunt, donc il a taffé assez longtemps chez Rockstar. Et il disait lors d'une masterclass qui a été organisée donc, à la Cité des Sciences il n'y a pas longtemps, moi, quand j'entends le mot jeu indépendant, ça me fait un peu bizarre dans la tête, parce que quand j'ai commencé le métier il y a 20 ans, tout le monde en fait faisait du jeu indépendant dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que la manière dont on faisait le jeu, c'était vraiment la direction créative qui irriguait tout. Et en fait, le résultat qu'il y avait, enfin, on va dire, tous les à côté, c'était pas forcément ça qui les regardait. Donc je pense que davantage, comme tu dis, davantage qu'une espèce de relation avec un éditeur, un mécène, etc., c'est davantage l'état d'esprit dans lequel a été fait le jeu, je pense. D'accord, c'est très bien. C'est très bien que vous en parliez, étant donné que la première partie, justement, le fonctionnement des studios indépendants, on voit justement la plupart des studios ont cité la même chose, c'est-à-dire une certaine liberté créative, un état d'esprit qui fait que justement un studio est considéré comme indépendant ou pas. Je pense aussi qu'on a oublié d'aborder quelque chose, c'est que peut-être aujourd'hui, les développeurs indépendants, c'est un peu boucler la boucle sur ces équipes de jeux vidéo qu'il y avait dans les années 80, avec des équipes ultra réduites. Donc, du coup, tu parlais de liberté créative. Et du coup, on retrouve assez souvent cette structure de un programmeur, un musicien, un graphiste et des équipes ultra réduites. Et il y a moins ces grosses équipes qu'on retrouve chez Ubisoft, par exemple. Voilà quoi. Alors, justement, étant donné qu'on est dans le fonctionnement, et toi, David et Oscar, est-ce que vous pouvez me dire justement comment fonctionnent vos équipes? Alors, du côté de chez Dontnod, je sais qu'il y a eu pas mal de, on va dire, de partenariats avec des éditeurs. Toi, David, justement, est-ce que tu peux commencer par nous dire comment fonctionne ton équipe maintenant?
Moi, j'ai connu 2 grosses typologies de boîtes. Des projets où on travaillait avec des éditeurs et où on avait quelque chose quand même d'assez structuré, parce qu'il y a des jalons contractuels, tout ça à respecter, des inspections de temps en temps. Et le côté garage où on était 5 dans une cave à essayer de faire un jeu. Et je pense que ça touche à une notion qui est assez importante dans la manière de fonctionner qui caractérise les studios indépendants, c'est la notion industrielle. Je pense que d'ailleurs, c'est le nom de la conf, comment les petits font face aux grands dans l'industrie du jeu vidéo. Je crois qu'il y a le mot industrie. Et je pense que une des choses qui caractérise vraiment la manière de fonctionner d'un studio indépendant, c'est de ne pas avoir une approche industrielle où on est dans une logique de production de masse, entre guillemets, où on essaye de faire plus vite, pas nécessairement mieux. Maintenant, évidemment, hein, tous les studios essayent de faire les jeux le plus rapidement possible parce qu'une prod de jeu, c'est long, c'est pénible, ça coûte cher. Mais cette notion industrielle, à mon avis, et versus quelque part un peu artisanale, va caractériser pas mal l'approche que j'ai pu voir dans les studios indépendants où j'ai pu bosser. Et toi, de ton côté, Oscar, Après, peut-être qu'il faudrait différencier les studios indépendants et les jeux indépendants. Il y a peut-être un côté, il y a un côté éditorial en fait qu'on peut peut-être, voilà, qui peut peut-être différencier certaines productions. C'est vrai que nous, on est un peu en dehors de ça. On travaille avec les plus gros puisqu'on a travaillé avec Sony, Capcom, Square Enix, et Focus maintenant. Puis on a annoncé un partenariat avec Bandai Namco, donc on est un peu au milieu des géants. Et c'est vrai que le studio compte maintenant à peu près 120 personnes, en plus sur deux studios maintenant qui travaillent. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un peu, on a un gros indépendant, quoi. Et dans les jeux qu'on fait, ça pourrait se rapprocher de certains gros jeux, de certains gros éditeurs. Maintenant, l'idée, et en particulier sur Life is Strange, c'est toujours d'avoir quelque chose de différent, apporter quelque chose de différent, pas tout faire à 100% parce que c'est pas possible. En fait, on n'a pas non plus les budgets, je sais pas combien coûte un quadruple A, comme on dit. Enfin, je sais, mais je crois qu'il n'y a pas de chiffre officiel qu'on peut annoncer. Mais voilà, on n'a pas ces budgets-là, nous, chez Dontnod. Donc, il faut qu'on fasse des jeux de qualité, des jeux qui apportent quelque chose de nouveau. Qui font que la créativité des équipes, voilà, elle est poussée à son maximum, et c'est ce qu'on a réussi à faire, je pense, avec Life is Strange. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on le pitchait à des éditeurs, on nous regardait avec des yeux comme ça. C'était juste, je ne sais pas si vous avez joué à Life is Strange ici, mais c'est quand même un jeu assez différent avec déjà, oh là là, incroyable, il y a un personnage féminin. Oh là là, il y a 2 personnages féminins, c'est pas possible. Il y a des histoires voilà, de harcèlement par les réseaux sociaux, il y a le thème du suicide chez les adolescents, il y a le thème, touche à beaucoup de thèmes différents, des thèmes de la drogue, les armes, la violence, etc., mais toujours d'un point de vue, j'espère, intelligent et presque éducatif, je dirais, et en tout cas très émouvant aussi. Donc tout ça, c'est des choses que je pense un gros éditeur, un mastodonte du jeu vidéo a du mal à mettre en place parce qu'ils ont des process, ils ont une façon de fonctionner. Ça. Et voilà. Et donc ils cherchent en fait, et c'est pour ça que nous on les adore, et on adore travailler avec eux. Et je pense que c'est ça, ils cherchent une espèce de différence qu'ils ne peuvent pas eux développer en interne dans leur studio interne. Et c'est là-dessus qu'on essaye de nous concentrer pour apporter cette petite différence. Et c'est en ça qu'on se considère comme indépendant. Parce que voilà, on va apporter quelque chose de nouveau, de différent, voilà, dans cette industrie de géants qu'est le jeu vidéo. Il y a une très bonne chose, parce que voilà, justement, vous avez tous parlé de l'aspect créatif, vous avez parlé de l'aspect financier. On vient de dire que justement Dontnod est un peu dans un autre, on va dire, niveau parmi les studios indépendants, puisqu'il travaille en collaboration avec pas mal d'éditeurs. D'où ma question, justement, est-ce qu'il faut un éditeur à tout prix aujourd'hui pour un jeu vidéo indépendant? Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui est indispensable, pas uniquement d'un point de vue financier, mais ça peut être de plusieurs points de vue. Ça peut être d'un point de vue éventuellement marketing, ça peut être d'un point de vue, même des fois pour des compétences ou pour des outils qui peuvent vous fournir. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que pour un studio indépendant, entre guillemets, le Saint Graal, c'est avoir un éditeur?
Moi, je crois qu'il y a autant d'histoires de jeux vidéo. Enfin, il y a autant d'histoires qu'il y a de jeux indépendants qui ont été créés, qui vont être créés. Il y a un exemple que j'aime bien reprendre assez souvent, c'est celui de Outzer, qui a été donc réalisé par Miklo Studio, que certains d'entre vous connaissent peut-être ici. Et c'est un jeu, comme le créateur aime à le répéter, et il avait raconté l'histoire de son jeu en fait dans Ulysse, qui est une espèce de fable moderne incroyable où les mecs commencent avec vraiment zéro thune, et ils arrivent à sortir un jeu qui se vend à 500 000 exemplaires au dernier recensement, donc c'est quand même pas mal, sachant qu'ils sont 2 à faire le jeu. Donc c'est un peu la bataille des Thermopyles, hein. Il y a les gros jeux qui sont devant eux, et eux ils sont là, et contre vents et marées, en ayant vraiment que dalle pour faire le jeu, ils arrivent à le sortir. Et d'un autre côté, il y a des gens qui ont exactement la même histoire, mais qui derrière n'arrivent pas à vendre leur jeu. Donc c'est un peu, je pense que c'est difficile de décliner un profil type en fait de création de jeux indépendants en fait. Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu comme pour le cinéma, dans lequel justement il y a cette magnifique histoire, presque un conte de fées de la personne qui a fait un film indépendant avec 2000 € et qu'ensuite ça a été un carton. Est-ce que vous pensez pas justement que c'est ces histoires-là qui ressortent un petit peu pour essayer de calmer et de motiver les développeurs indépendants? Il y a pas mal d'exemples comme ça, genre là tout de suite je pense à Stardew Valley, qui est un exemple assez brillant d'un type qui était tout seul, qui a mis 4 ans à se créer une communauté sans avoir de blé et qui en un mois, je crois, a fait 20 millions d'euros avec son jeu. Et déjà, j'imagine que la transition a dû être un peu violente, mais j'ai aussi l'impression que ces histoires-là, on les entendait beaucoup il y a encore 3-4 ans, des Super Meat Boy, des Fez, je sais pas moi, Red. On a plusieurs exemples ici, voilà. FTL, Fez, Super Meat Boy, voilà, Limbo, euh, Bread. Voilà, et ces jeux-là, ils étaient assez, je vais pas dire courants, parce qu'il y a beaucoup, enfin, ils marchent quand même sur les cadavres de pas mal de jeux, mais on en a de moins en moins. Et je pense que la raison pour laquelle on en a de moins en moins, c'est que l'enjeu est de moins en moins de faire un jeu qui est justement original, comme disait Oscar, qui va se positionner sur des choses où les autres jeux n'en parlent pas nécessairement, mais aussi sur la communication. Et c'est quelque chose que traditionnellement, les dev indés ne savent pas faire. Parce que quand tu regardes aujourd'hui la typologie d'un studio indé où il y a 3, 4, voire 2 personnes, c'est très très rare d'avoir quelqu'un qui dit moi je vais m'occuper de la communication et qui le fait vraiment. Il y en a beaucoup qui le disent, mais généralement il est un peu pris par ah mais attends en fait je vais filer un coup de main là-dessus. Et c'est une grosse faiblesse des indés aujourd'hui que les éditeurs peuvent à mon avis aider à combler, sans parler de l'aspect financier qui compte quand même beaucoup en termes de confort. Mais ça, c'est ce que Fibre Tigre avait dit. Il avait dit cette phrase que je trouve assez belle, c'est il faut manquer de beaucoup d'amour pour l'œuvre qu'on est en train de faire pour ne pas vouloir qu'elle soit vue, lue ou entendue par tout le monde. Et donc ça veut dire que lui, il s'est lancé dans une espèce de quête mystique quand son jeu était sur le point d'être fini. Il s'est dit, ok, il y a combien de youtubeurs dans le monde? Il y en a combien en Russie, en Chine, aux États-Unis? C'est pas grave. Je vais recenser tous ceux qui font plus de 50 000, ceux qui ont plus de 50 000 abonnés, et je vais tous les contacter un par un pour leur proposer une clé de mon jeu, une clé bêta. Et s'il y en a ne serait-ce que 10% d'entre eux qui finalement font une vidéo sur le jeu un peu à la PewDiePie, et finalement derrière il y a des mecs qui jouent, j'aurais gagné en fait. Et il a fait ça pendant des mois, des jours, des nuits. Moi je trouve ça complètement dingue, évidemment, mais c'est pour montrer que parfois, comme tu dis, pour compenser parfois ce manque qu'il y a dans les studios indépendants, avec une espèce de force de caractère et une espèce de quête mystique de ouf, on peut arriver à contrecarrer, pas forcément à égaler évidemment les grosses productions, mais voilà, compenser le fait qu'on ait une structure toute petite et qu'on n'a pas les compétences officielles pour y arriver. Oscar, toi, est-ce que tu peux nous en parler justement? Parce que là, pour Life is Strange et même auparavant Remember Me qui avait été fait par Capcom, c'était les éditeurs qui avaient fait la communication, ou il y avait quand même une petite partie du studio qui gérait ça? Oui, nous on ne sait pas faire, quoi. Clairement, tout ce qui est com, on a fait quelques essais, mais c'est très compliqué voilà, d'être fort là-dedans, puisque ça nécessite des moyens gigantesques. Même en termes de distribution digitale, aujourd'hui, quand on voit, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plusieurs dizaines de jeux qui sortent par jour sur Steam, probablement sur PlayStation et Xbox Live un peu moins. Mais voilà, je ne parle pas d'App Store ou de Google Play. Donc, pour être visible, pour sortir du lot, en fait, c'est des investissements qui sont extrêmement importants, et c'est aussi un savoir-faire. Mais il y a un truc dont on ne parle pas avec les éditeurs, donc il y a l'aspect effectivement com et distribution que nous, on laisse, et ils le font très bien. Ils savent très bien le faire, et Square Enix a fait un boulot fabuleux sur Life is Strange, sur la com, vraiment, gestion de la communauté, etc. Ça a été vraiment très bien géré. Mais il y a aussi un point important, c'est
souvent, quand on fait une prod, on a besoin d'un contrepoids. En fait, on a besoin d'une analyse, on a besoin d'un. On a tellement la tête dans le guidon, les gens sont tellement pris par leur truc, tellement habités par leur truc que parfois ils ne voient pas les défauts, ils ne voient pas les erreurs. Voilà, donc l'éditeur peut apporter ça, en tout cas sur nos jeux, nos types de jeux. Et finalement, on peut râler contre les éditeurs, mais quelque part, c'est un retour qui est assez utile pour nous, en tout cas, pour améliorer, progresser dans la façon dont on construit nos jeux. D'accord. Peter, justement, juste un petit aparté. Peter est spécialisé justement dans le jeu vidéo indépendant. Il travaille et il met justement en avant, à travers sa société, des fois des studios indépendants lors des conventions. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de studios indépendants qui ont réussi les coms sans avoir besoin vraiment d'éditeurs? Alors moi, j'en ai pas encore rencontré, mais on parle d'une chose importante, c'est que je pense que comparer la communication d'un jeu vidéo indépendant avec un AAA, c'est se tromper. Aujourd'hui, c'est une vraie réflexion qu'on a avec des développeurs d'ailleurs qui sont venus ce soir. Je pense qu'il ne faut pas communiquer sur un jeu vidéo indépendant comme on communique avec un AAA. Envoyer des communiqués de presse, ça s'avère quasi inutile. Je pense que tu peux confirmer, vous en recevez entre 500 et 1000 par semaine. Plus qu'il y a de Steam, je pense, qui sortent par an. Ouais. Et du coup, la question qui se pose, c'est de revenir au contact avec le joueur. Autant les gros éditeurs peuvent se permettre d'être un peu en mode stratosphérique et puis de bombarder un peu tout le monde. Et je pense que le développeur indépendant, il faut qu'il regarde un peu, qu'il prenne beaucoup moins d'altitude et qu'il regarde au niveau des joueurs et qu'il rencontre un maximum de joueurs et de construire la communauté, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui pour un développeur indépendant. La hype, entre guillemets, elle se fait sur les salons, elle se fait en rencontrant les joueurs, en rencontrant ce que tu disais, là, pas ces gros youtubeurs, mais ces petits youtubeurs qui font un vrai travail de fond, des passionnés aussi, hein, je pense à Thomas qui travaille chez indiemag.fr, enfin tous ces sites un peu indépendants qui parlent que de jeux vidéo indépendants et qui font un vrai travail de fond avec les développeurs, qui travaillent vraiment sur des vrais liens très solides avec la communauté et les développeurs indépendants, en oubliant un peu les gros médias et voilà quoi. Alors, justement, je vais basculer sur une autre question qui est en lien justement avec ceci. Vous m'avez dit que les éditeurs peuvent apporter un soutien à la fois de communication et même des fois logistique en termes de compétences. Et la question que je me posais, c'est justement parce que récemment, Sega a racheté Amplitude. C'est un studio, si je ne me trompe pas, c'est un studio français. Et la question est justement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de se faire racheter par un éditeur? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment le stade ultime pour un studio indépendant de se faire racheter par un éditeur, ou au contraire que c'est quelque chose qui peut être mal perçu, au contraire qui peut apporter préjudice à la créativité d'un studio? Je pense que là, pardon, tu voulais dire là, c'est peut-être du cas par cas en fait là aussi, parce que le cas précis d'Amplitude, ce qui est intéressant, c'est que en fait les jeux qui continuent, enfin Endless Space, tout ça, les jeux qu'ils faisaient fonctionnaient, mais le constat en fait des créateurs du studio, c'était que on est en train de stagner en chiffre d'affaires en 2015, alors que c'est un chiffre d'affaires qui était tout à fait respectable, on va dire, dans l'absolu. C'était genre 7 millions d'euros annuels, un truc comme ça. Et ils se sont dit, ok, comme là on est en train de stagner c'est peut-être reculer. Et du coup, on va essayer de faire un step ahead comme ça. Et en fait, je crois que le nombre de personnes qui se sont bousculées au portillon pour les éditer, c'était incroyable. C'était une 50aine de structures. Il y avait des fonds, il y avait pas seulement des éditeurs, il y avait aussi des fonds d'investissement en fait. Et du coup, derrière, ils n'ont plus qu'à dire, enfin pas plouf plouf justement, mais choisir quel éditeur ils voulaient. Et ils supposaient que Sega c'était bien parce qu'ils auraient peut-être la force pour intégrer le marché asiatique qui est super important aujourd'hui. Donc en l'espèce, c'est le fruit d'une longue réflexion qui est vraiment inféodée au type de jeu qu'ils étaient en train de faire, et on verra le résultat bientôt, je pense. Voilà. Toi, David, de ton côté, tu voulais dire quelque chose, ou Oscar? Alors, très rapidement, je pense que ça dépend beaucoup du studio et beaucoup de l'éditeur. Ce qui, Baptiste, a beaucoup de sens. En fait, je veux dire, ça dépend de la démarche qu'ont les gens qui ont créé l'entreprise et de trouver justement chaussure à son pied par rapport au jeu qu'on fait. Je pense que quand on fait, comme Amplitude le fait, des jeux de niche PC, il y avait effectivement des interlocuteurs qui étaient évidents, comme Paradox ou Sega, qui est dans une transition vers ce genre de jeu depuis un moment. Maintenant, ils auraient été rachetés par EA, j'aurais un peu grincé des dents.
Moi, quand j'ai vu cette annonce-là, je me suis dit, putain, c'est super pour eux. Par exemple, est-ce que vous, de votre côté, ça vous dérangerait qu'un studio vienne vers vous et vous dise on a envie de vous racheter? Est-ce que ça vous dérangerait ou vous bloqueriez des portes et diriez non, vous ne passerez pas? Une question difficile. Non, mais je sais que pour Amplitude, oui, c'était un vrai match sur la stratégie de développement que je connais bien en plus, hein, parce que c'est aussi un d'Ubisoft, on a bossé ensemble, Romain et Mathieu. Mais que ça soit côté Sega, quand on en parle avec eux, ou que ça soit côté Amplitude, je pense que c'est une vraie rencontre. Et bien sûr, financièrement, ils doivent être très contents, hein, les deux fondateurs. Ah bah, Mais je pense que ça ne peut marcher que si, effectivement, l'éditeur, la stratégie qu'il est en train de développer, Amplitude va apporter à Sega ce qui lui manque quelque part ou quelque chose qui est complémentaire avec ses autres titres, etc. D'ailleurs, je pense que ça ne peut se faire que dans ce cas-là. Personne ne va débourser, je ne sais pas quel était le montant, hein, j'en sais rien, mais des sommes importantes pour un studio si ça ne va pas dans la stratégie de l'éditeur et si ça ne l'emmène pas quelque part. Après, au niveau du studio, est-ce que c'est... je pense que ça apporte un certain confort. On n'est plus obligé de courir après les validations de Milestone, etc. On se retrouve dans une relation plus simple avec les éditeurs. Mais bon, je pense que ça dépend vraiment du studio, du partenaire. Et moi, pour nous, c'est très difficile de répondre. Ça peut être un oui, ça peut être un non. Ça dépend vraiment du type de relation qu'on peut avoir avec l'éditeur et de ce que recherche un éditeur alors, pour le studio avec qui il travaille. juste une petite question en aparté, est-ce qu'ils vous laissent une totale liberté en général quand vous travaillez avec les éditeurs ou il y a quand même quelques règles à respecter? Alors, quand on travaille avec un éditeur, en fait, si l'éditeur travaille avec vous, c'est qu'il a ce besoin-là. C'est pas du travail, on va dire, il va pas nous déléguer quelque chose que lui peut faire en interne. En tout cas, c'est comme ça que nous on travaille. Peut-être qu'il y a d'autres studios qui travaillent. Mais c'est que nous, comme on part sur une nouvelle propriété intellectuelle, on leur apporte quelque chose de nouveau, quelque chose que normalement ils ne savent pas faire ou ils n'ont pas envie de faire. Voilà. Donc, ils nous laissent une liberté créative très importante, mais ils challenge. C'est-à-dire que quand on livre quelque chose, ils nous disent mais pourquoi ça, pourquoi pas ça, pourquoi voilà, pourquoi vous voulez travailler dans ce sens-là, pourquoi vous développez tel type d'histoire, pourquoi tel type de gameplay, etc. Et donc c'est challengé. Et aussi il y a tout un process chez les éditeurs qui est assez solide et bien installé avec des playtests, des focus tests, pour vraiment être sûr que peut apporter quelque chose de nouveau, et en tout cas suscite un certain attrait auprès des joueurs. Parce qu'on peut effectivement parfois partir dans une direction qui est pas la bonne, et donc ce retour est extrêmement important. Mais ça ne va jamais être ok, faites ci, faites ça. Non, c'est plus ok, vous faites ça, pourquoi vous le faites? Comment on peut peut-être l'améliorer? Vers où on peut l'emmener? Alors, il y a une question au fond de la salle. Et juste très rapidement, par rapport à l'idée de qu'est-ce que ça fait un studio d'être acheté, je pense qu'on peut juste réagir très très vite sur l'actualité et parler de Visceral, qui vient de vivre le contre-exemple où il y a des gens qui sont très talentueux qui ont perdu leur job hier. Alors, parce pour les gens qui ne savent pas, voilà, Visceral Games, donc les créateurs de Dead Space, EA a lancé un communiqué de presse hier pour annoncer que justement le studio fermait. Et donc le projet qu'ils avaient actuellement, qui était un projet de jeu Star Wars, un jeu d'aventure Star Wars, a été relégué à EA Vancouver. Donc le studio ferme alors qu'il a créé quand même pas mal de bons titres et qu'il avait plutôt réussi justement jusqu'à maintenant, entre guillemets, sa carrière. Donc ouais, c'est un contre-exemple parfait. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour donner le contre-pied. Après, on a tendance à beaucoup s'émouvoir en général quand des studios comme ça ferment d'un coup. Je pense aussi à Maxis il y a quelques années, où c'était un peu dur à voir. Maintenant, il faut garder en tête aussi que les gens dans les studios, ils viennent, ils partent. C'est pas l'équipe de Dead Space qui a perdu son boulot hier. C'était il y a des années et maintenant, ils sont sûrement un peu partout dans le monde. Mais voilà, c'est un exemple de quand on se fait racheter par la mauvaise personne.
Ou alors peut-être qu'ils ont mal travaillé, on ne sait pas, mais ça dépasse encore ce cadre-là parce que derrière il y a Disney et là on est sûr que bon voilà c'est. Alors ne commençons pas à faire. C'est encore au-delà du seuil de l'éditeur en fait. Ne commençons pas à faire une vendetta parce que. Non, pas du tout, hein. C'est pas ça, si mais on commence à c'est très compliqué. Il y a plein de parties. Alors Peter, il y a quelqu'un dans le public justement qui a envie de poser une question. On y va. Je te laisse lui passer le micro. Merci. En fait, je voudrais revenir en arrière sur Dontnod avec sa relation avec les éditeurs. D'accord. Je voulais savoir en fait à quelle fréquence l'éditeur valide en fait votre travail. Est-ce qu'ils ont toujours quelqu'un qui vient de chez eux, qui est chez vous, pour contrôler ce que vous faites, j'en sais rien, tous les jours, ou est-ce qu'en fait tout, par exemple les 2 mois, vous devez présenter votre prototype actuel et le faire valider. Et du coup, est-ce qu'ils ont un veto? Est-ce qu'ils peuvent vous dire faut revenir en arrière? C'est pas possible. Alors, comment ça se passe? En général, c'est chez nous, en tout cas, on a des méthodes de production qui sont assez bien installées. C'est des méthodes qui sont où en fait on livre à l'éditeur une itération de notre travail toutes les 6 semaines, parce qu'on a une méthodologie avec des sprints de 2 semaines, avec des. Enfin bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, ça va être pénible, ça va être très long. Mais donc toutes les 6 semaines, on leur fournit quelque chose que l'éditeur en fait évalue et évidemment dans le contrat qu'on a avec les éditeurs un certain nombre de critères, donc il faut répondre à ces critères-là et effectivement si on ne répond pas à ces critères-là, ce qui ne nous arrive pas à nous, mais ce qui pourrait arriver si on ne répond pas à ces critères-là, in fine la milestone pourrait être non validée, donc pas payée, donc à refaire. Donc voilà un petit peu le process, c'est toutes les 6 semaines. Et après, il y a souvent un producteur qui est alloué au titre, chez les gros éditeurs en tout cas, et qui est présent chez nous, suivant en fait nos besoins. Donc parce que voilà, on a un travail sur les playtests, sur les focus tests, sur les avancées de certaines features, et on a besoin qu'il soit là pour faire le lien en fait en quelque sorte avec ce type de structure. C'est aussi le fait d'avoir un producteur de l'éditeur dans un studio indépendant. C'est vachement bien parce que c'est lui notre meilleur défenseur, c'est lui notre meilleur ambassadeur en quelque sorte chez l'éditeur. Et donc nous on est très preneurs de la présence des producteurs de nos différents partenaires pour justement l'évangéliser et que lui derrière puisse évangéliser le marketing, évangéliser la distribution, la partie business qui se retrouve côté éditeur. On a répondu à ta question. Super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main si on peut vous donner la parole dans le rythme de la session. N'hésitez pas, quoi. Voilà. Alors, on va passer justement, là on a parlé des éditeurs, on a parlé de la communication et ça tombe bien parce que justement, on a vu que ces dernières années, il y a de plus en plus de jeux indépendants et que ça devient une concurrence très rude et il faut quand même se démarquer, se différencier pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des éditeurs justement pour prendre le relais et mettre en avant leurs jeux vidéo. Il y a d'autres méthodes qui sont mises en place et c'est justement la deuxième partie de notre débat. Qui est la visibilité quand on est indépendant. Et alors justement, je vais avoir un petit jeu à vous faire, également ici aux personnes qui sont dans le public. Je vais vous montrer 4 images. Il s'agit de 4 jeux différents. Et il va s'agir de me dire de quelle manière ces jeux, justement, ont réussi à se mettre en avant. Alors, il faut savoir que voilà, la plupart de ces jeux, à part un qui a été repris par Microsoft pendant l'E3 il y a 2 ans, avant avait déjà quand même fait pas mal de publicité. Mais voilà, le but, c'est vraiment de me dire comment ces 4 jeux ont réussi à se démarquer de la masse alors qu'ils n'avaient pas des budgets faramineux en communication ou alors des éditeurs qui étaient là pour les soutenir. Alors, tu peux peut-être rappeler les titres. Bon, les 2 premiers, on les voit. Voilà, mais... le premier, il s'agit de Cuphead. C'est un jeu qui est sorti récemment et que certains d'entre vous ont peut-être essayé de jouer. Et ils ont dû s'arracher les cheveux en essayant les 3 premiers niveaux. Le deuxième également, il y a eu pas mal de personnes qui ont dû s'arracher les cheveux dessus, c'est Hotline Miami, qui est sorti il y a quelques années. Le troisième, alors j'ai pas besoin de faire un long discours, beaucoup de personnes le connaissent, il s'agit de Rocket League. Et le dernier, c'est un jeu que pas beaucoup de personnes connaissent certainement. Si l'une des personnes ici arrive à me dire quel est le nom de ce jeu, franchement, il y en a un qui arrive à me le dire. Alors, tu peux me dire ce serait lequel ? Exactement, voilà, c'est Hatred, un jeu qui est sorti il y a quelques années et qui a fait vraiment parler de lui pour voilà,
Voilà, il est sorti il y a 2 ans. Donc, alors, on va commencer par les personnalités. Est-ce que vous pouvez me dire justement à peu près, ou même les personnes dans le public, il y en a quelqu'un qui sait. On va commencer par Cuphead. Cuphead, c'est facile. Normalement, vous pouvez me dire comment il a réussi à se démarquer. Avec un éditeur qui s'appelle Microsoft. Ça suffit pas, parfois il y a des contre-exemples. Il me semble que c'est une vidéo où le créateur n'arrive pas à jouer à son propre jeu ou quelque chose comme ça. Ah, c'est un peu plus tardivement, ça c'est plus récent. C'est un journaliste. Alors voilà, justement, on en reparlera j'avais peut-être. précisé au départ que Cuphead est un peu l'exception à la règle parce qu'il a été repris par Microsoft, mais avant même que Microsoft le reprenne en main, il s'était déjà fait connaître à travers quelque chose de tout simple et vous le voyez sur l'image. Vraiment, vous arrivez à voir qu'est-ce qui a fait que les gens sont... Exactement. Voilà. Ah ouais, le style. C'est le style graphique, en fait. Avant même que Microsoft reprenne Cuphead, c'est son style typé cartoon années 30 qui a fait que le jeu a réussi à se démarquer de la masse. Et on a un premier exemple justement de visibilité. Comment un jeu arrive à ressortir de la masse, c'est tout simple. Des fois, c'est la direction artistique qui va faire que... Et Oscar le sait très bien parce que, par exemple, pour Life is Strange, il a fallu... Vous n'aviez pas un moteur ultra performant. Il a fallu jouer justement sur la direction artistique pour faire ressortir le jeu. Alors les gens d'Epic, ils vont pas être contents que tu dises ça. Oui, vous avez utilisé l'Unreal. Bon. Mais c'est sûr que vous n'aviez pas les moyens pour pouvoir faire un jeu qui soit... Oui, c'est ce que je disais au début. Ce qu'il fallait, c'est se démarquer peut-être en insistant sur un élément du jeu. Effectivement, la direction artistique, la musique, le côté un peu... les créateurs l'appellent, enfin le directeur artistique l'appelle le Instagram folk, le grain, voilà, le rendu graphique de Life is Strange. Oui, c'est vrai que c'est peut-être très différent de ce qui se faisait par ailleurs. Et voilà, justement, le deuxième, vous pourrez me donner pareil la raison pour laquelle justement il est ressorti du lot. Là, c'est pareil. Là, vraiment, normalement, les gens le voient, c'est le fait... Sur Hotline Miami. Voilà, sur Hotline Miami, c'est le fait que c'est l'un des jeux qui a remis à la mode justement la 2D en pixel art. Et ça a été l'un des premiers jeux qui est remis à partir de ce moment-là. Vous avez vu pondre mes masses de jeux qui ont repris ce style-là. Et justement, Hotline Miami était l'un des premiers qui l'avait mis en place et c'est ça qui lui a permis de se démarquer. Alors, le troisième et le quatrième, par contre, c'est pour des raisons différentes, justement. Est-ce que vous pouvez me dire laquelle? Pour Rocket League, par exemple. Est-ce qu'il y a une personne du public qui peut me dire qu'est-ce qui a fait que Rocket League a aussi bien marché, selon vous? Alors, la communauté est venue après, mais au départ, c'était une première chose. Alors, voilà, exactement. C'est un gameplay différent, c'est un gameplay atypique. Alors, il faut savoir que c'est presque un gameplay émergent, en fait, qui a été repris pour faire un jeu complet. Exactement. Donc, il y a deux choses de très intéressantes qui ont été dites dans le public. Il y a la communauté qui est venue après et gameplay. Le gameplay est arrivé en premier parce qu'il faut savoir que Rocket League, il existait déjà sur PS3 sous un autre nom, bien plus long. Et il n'avait pas fonctionné, personne ne sait pourquoi. Et ensuite, après, ils ont raccourci le nom. Et effectivement, avec la première vidéo, les gens ont commencé à s'y intéresser et une communauté s'est créée effectivement à partir de ce moment-là. Parce qu'ils disaient que le gameplay était différent, que ça avait l'air addictif. Et à partir de ce moment-là, ça a fonctionné et c'est devenu justement le mastodon qu'on connaît aujourd'hui et qui a permis à Psyonix de pouvoir gagner énormément d'argent sans éditeur. C'est ça qui est aussi incroyable. C'est vraiment qu'ils aient réussi sans éditeur à pouvoir créer un jeu qui aujourd'hui est devenu quelque chose qui cartonne et il y a des tournois un peu partout dans le monde si je ne me trompe pas. Donc il y a même une ligue qui est là toute l'année. Donc voilà. Le dernier, alors est-ce que vous pouvez me donner justement le dernier? La raison pour laquelle justement il a réussi à se démarquer? La polémique. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous rappeler la polémique? C'est un jeu où on fait un passage à l'acte meurtrier contre des innocents en jetant des grenades dans des supermarchés. Grosso modo. Voilà, c'est exactement ça. Alors, ce qu'avait fait Modern Warfare 2 en son temps, un peu avant. Il y avait eu une petite polémique, effectivement. Attention, voilà. Et il n'y avait pas d'enfants. Donc là, effectivement, on a flouté exprès parce qu'on n'a pas envie de choquer les personnes qui nous regardent à la fois ici et qui nous regardent sur Internet. Mais effectivement, A-Trade avait réussi à se démarquer alors que c'était un tout petit studio, justement. Je ne sais pas s'ils étaient polonais ou des pays de l'Est, voilà. Et leur jeu ne paye pas de mine, parce que mine de rien, le jeu, on va pas se le cacher, il est mauvais.
mais en soi, ils ont réussi quand même à atteindre pas mal de ventes, mine de rien, et à avoir une communication qui a été poussée justement grâce à cet argument choc qui est arrivé, à savoir cette polémique qui a mobilisé à la fois des hommes politiques, des sites de jeux vidéo, il y a eu pas mal d'articles, et mine de rien, ça a fait comme une roue, ils n'ont rien eu à faire. Les gens ont parlé du jeu pour eux, et finalement, ils ont réussi à vendre quand même pas mal d'exemplaires de leur jeu. Justement, sur l'aspect vente, je pense quand même que les créateurs de Hatred sont les seuls, là, sur le tableau, à pas être devenus millionnaires. Non, effectivement. C'est sûr qu'ils n'ont pas vendu des millions d'exemplaires comme ça a pu être le cas pour Rocket League. Néanmoins, je crois que ça se compte quand même en quelques centaines de milliers. Ça fait un buzz un peu instantané comme ça, mais ça a vraiment profité de ce qu'on appelle souvent l'effet Streisand, en fait, où plus on essaie de critiquer un truc qui vient de sortir parce que ça nous choque, et plus on lui fait de la publicité, en fait. Voilà. Donc, et donc c'est intéressant parce que justement, voilà, justement, c'est là que je voulais en venir, c'est que à partir d'un moment, pour un petit studio qui n'a pas de moyens, qui n'a pas d'éditeur, il existe quand même différents moyens de se démarquer. Il existe différents moyens de faire en sorte que les gens parlent du jeu et qu'au final, ils réussissent à vendre quand même, je veux dire, pas mal de milliers d'exemplaires. Donc là, vraiment, on a 4 cas typiques qui ont relancé soit des directions artistiques, soit des modes, soit qui ont inventé quelque chose d'autre. Et c'est intéressant parce que justement, c'est un des moyens de communication. Je crois que c'est Jed Raymond qui a dit qu'il n'y aura pas de miracle sur un jeu vidéo. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de hype avant que le jeu vidéo soit mis en vente, il n'y aura pas de miracle sur les ventes. C'est-à-dire que ça ne va pas passer de 0 à 1 million en 24 heures. Et justement, effectivement, comme tu dis, ce qui est important pour les développeurs indépendants, c'est de vendre le jeu bien avant qu'il soit mis réellement sur le marché et de trouver un axe de communication. Alors effectivement, pareil, moi je pense à No Man's Sky, qui est un faux indépendant, où ils ont basé toute une communication, une hype sur au final des choses qui n'ont pas été concrétisées ou qui n'existaient pas. Mais on appelle ça du mensonge. Ou un manque de moyens aussi. Mais pour le coup, on peut peut-être en parler avant de passer à la thématique suivante, mais ça reste effectivement voilà, comment on communique en amont en termes de hype, comment on crée une hype pour que les gens se disent, que les youtubeurs aussi se disent tiens, je vais parler de ce jeu, ça va faire du public, les youtubeurs aussi ont des problématiques d'audience. Donc voilà. C'est d'autant plus important que, en fait, évidemment, il existe quelques contre-exemples, mais la plupart, enfin la majorité du chiffre d'affaires en fait d'un jeu quand il sort, il est réalisé dans les 3 jours après la sortie du jeu. Donc si on n'a pas vraiment fait un espèce de truc monstre en amont, on est foutu en fait. Et je suis curieux de l'avis d'Oscar là-dessus. Non, oui, ça, je suis pas d'accord. Non, ok, d'accord. Encore une fois, moi je suis tenu par pas mal de confidentialité, donc je peux pas dire beaucoup de choses sur les chiffres de vente, etc. À part les 3 millions de joueurs payants qui ont été annoncés pour Life is Strange. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que grâce au digital, enfin après, oui, peut-être que c'est le départ quand on démarre, effectivement, si on rate la première marche, là, ça marche pas, mais sur la longueur, et en tout cas, ce qu'on voit aussi des gros jeux, ces gros éditeurs, c'est que en fait, les revenus, et même je crois GTA, ils l'ont annoncé, c'est que les revenus viennent aussi après, et que les DLC, tout ce qu'on peut acheter à l'intérieur des jeux, etc., game purchase, etc., ça apporte aujourd'hui, ça peut rapporter énormément et ça peut rapporter même plus que le démarrage du jeu. On a le parfait Cela dit, le démarrage est très important parce que si le démarrage et je rejoins assez ce que pourrait dire Jed Raymond, c'est que si le jeu au départ, il n'y a pas un effet d'entraînement, même s'il peut, je pense, démarrer maintenant un peu plus doucement qu'à l'époque et continuer sur une traînée beaucoup plus longue, c'est quand même important. On en parlait, Oscar, tout à l'heure, justement, parce que Rocket League et Life is Strange sont de parfaits exemples. Regarde, ce sont des jeux qui ont eu une hype déjà dès le départ, donc qui ont quand même bien fonctionné. Et ensuite, Sony est arrivé et les a proposés gratuitement aux joueurs du PlayStation Plus, ce qui a permis à de nouveaux joueurs de découvrir le jeu. Et, entre guillemets, il y a eu une sorte de carton qui est arrivé pour ces jeux-là après leur sortie. Ça pouvait être 1 an après, ça pouvait être 6 mois après. Mais finalement, on voit bien que dans le digital, même un jeu qui a déjà à peu près bien marché au départ peut avoir, entre guillemets, une seconde vie, voire peut être relancé grâce à des éditeurs qui arrivent derrière.
Alors, moi, c'est justement là où je suis qu'à moitié d'accord. En fait, sur le cas de Rocket League, après, si tu veux parler sur Life is Strange, j'imagine que tu auras des choses à dire sur le PS Plus, mais sur Rocket League, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont quand même sorti leur jeu une première fois, donc tu le disais tout à l'heure, sur PS3, ça a fait un four. Ensuite, ils l'ont sorti sur PC, ça a fait un four. Il n'y avait pas une communauté de millions de personnes qui l'attendaient. Pas encore. Pendant quelques mois, ils ont pas fait de blé. Après, je crois, 2 ou 3 mois, ils sont sortis sur PS4 en ayant super bien dealé leur affaire avec Sony et en sortant en PS Plus. Donc, d'un coup, une exposition de malade. Les gens réalisent que c'est un jeu brillant, gagne en popularité, se fait vendre sur Steam. Et c'est là où vraiment ça a décollé. C'est pas un jeu qui a fait des ventes parce que la hype s'est créée. C'est un jeu qui a fait des ventes parce que Sony a mis un gigantesque coup de projecteur dessus parce que c'était une pépite cachée. Mais c'est pas dans les 3 premiers jours que Rocket League a fait son Non, blé. bien sûr, ouais. Mais Et, c'est des c'est un arbres qui parfait cachent la contre-exemple. forêt quand même, hein, parce bien que sûr. quand tu prends, sur l'année 2016, il y a plus de 5000 jeux qui ont été publiés sur Steam, et la plupart des jeux, on les connaît pas, ils se sont pas bien vendus du tout, en fait. Donc, Oscar, toi, de ton côté, justement, pour Life is Strange, comment ça s'est passé déjà, justement? Est-ce que tu peux nous dire comment Sony vous a approché pour le proposer Ça, j'avoue que c'est des choses qui se font entre Square Enix et Sony, donc je ne sais pas comment ça s'est passé. Par contre, effectivement, nous, ce qu'on a remarqué pour un jeu épisodique, c'est que en fait, ça nous donnait beaucoup plus de présence sur les stores. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la clé, c'est d'être sur le tourniquet de Sony ou sur le tourniquet d'Xbox Live ou sur le tourniquet de Steam et d'être visible, en fait, de sortir du lot. Et quand on fait un jeu épisodique, bah, on a en fait 5 épisodes et 5 fois plus de chances d'être visible et 5 fois plus de chances de vendre, de vendre plus de jeux. Et ce qu'on nous disait à une époque, c'est que oui, le premier épisode, il va bien se vendre, puis le 2 va se vendre 2 fois moins et le 3 encore 4 fois moins que le premier, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est que le deuxième épisode, en fait, quand il sort, bah, il va générer des ventes du premier, régénérer des ventes du premier, régénérer des ventes de la saison. Le troisième, pareil pour les 2 précédents, plus la saison. Donc, c'est finalement un modèle, le modèle épisodique, un modèle très adapté pour les plateformes digitales et justement pour créer des ventes sur le long terme. Donc, c'est un peu ça. Effectivement, nous, par contre, là où on a vu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés à Life is Strange, c'est quand on a une première fois sorti la saison complète. Donc ça, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui attendent d'avoir l'expérience totale. Et aussi quand on a rendu gratuit le premier épisode, puisque là, c'est toutes les plateformes, hein, que ce soit Steam, Sony ou Microsoft. Avec le premier épisode gratuit, effectivement, on voit que le nombre de joueurs monte, fait un gros pic, et ça génère aussi des ventes, évidemment, sur le jeu et sur la saison. Alors, j'ai une petite question justement pour vous deux, pour David et Oscar. Est-ce que vous réfléchissez aujourd'hui vos jeux en fonction de la communication des fois, ou est-ce que vous trouvez pendant le développement un petit plus qui pourrait justement le mettre en valeur? On a parlé du format épisodique justement qui peut mettre en valeur un jeu, mais est-ce que par exemple aujourd'hui vous vous dites alors j'ai envie de faire ce jeu parce que voilà, je sais qu'il a quelque chose de différent et ça pourra le faire sortir du lot, ou alors c'est pendant le développement vous vous dites ah tiens, il y a ce petit truc qui fait que ça pourra fonctionner, ou on pourra le mettre en avant et on pourra se différencier des autres? Je pense que cette étincelle-là, c'est important de l'avoir au début, et c'est une chose qu'on apprend assez vite, parfois assez dépend quand on fait du jeu. C'est d'apprendre à pas faire un jeu pour soi-même, mais que si on a envie d'en vivre, il faut que des gens payent pour. Et donc, il faut quand même savoir penser à son public. Ça pose aussi des questions par rapport à comment on balance son jeu, à quel point il va être difficile. Moi, j'arrive à y jouer, mais est-ce que voilà, un joueur lambda y réussira? Donc, penser communication, public, accessibilité, pour moi, c'est assez primordial dans l'exercice qui consiste à faire des jeux vidéo comme un métier. Que toi, Oscar, tu as à dire par rapport à ça? Oui, pour nous, c'est en fait comment on travaille avec les éditeurs. Donc, on a une espèce d'étape de séduction de l'éditeur au départ, où on essaie effectivement de dégager les fameux USP, les Unique Selling Points, pour effectivement montrer à l'éditeur, le convaincre que le jeu qu'on va faire va plaire aux joueurs. Donc, pour nous, c'est vraiment
très naturel dans le process de développement d'y penser dès le début, en fait. Il faut réaliser que derrière les jeux, généralement, il y a quand même une entreprise et que pour qu'une entreprise tourne bien, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui pense, bon, bah, si on embauche quelqu'un, est-ce qu'on sera capable de le payer dans 6 mois, dans 9 mois et donc, quand c'est pas un éditeur, même quand on est à une échelle plus petite, c'est important d'avoir quelqu'un qui regarde un peu loin à l'horizon. Parce qu'on le disait tout à l'heure, l'éditeur, ça sert aussi à sortir de la tête de l'eau quand on est dans son jeu. On ne pense pas non plus forcément à ces questions-là. Et donc c'est un profil qui est important aussi dans une équipe, d'avoir quelqu'un qui dit bon, ce qu'on fait là, est-ce que ça vaut le coup? Ça rejoint aussi ce que disait Oscar par rapport à ce que les focus tests, de mettre le jeu face à des joueurs avant de l'avoir fini pour dire est-ce que ce qu'on fait c'est marrant? C'est quand même le cœur de notre métier. Donc tout ça, c'est des problématiques qui sont quand même assez importantes. On va parler justement d'un autre sujet qui vient en corrélation avec ça et qui est toujours lié autour de la communication sur un jeu. J'ai dit tout à l'heure que justement le monde du jeu indépendant n'arrête pas de grossir et qu'on a de plus en plus de jeux qui apparaissent, et notamment des jeux, on va pas qualifier d'hybrides, mais on va qualifier de jeux un peu masqués. Les jeux dits indépendants faits par des éditeurs. Alors justement, ces faux indés, comme on les appelle, est-ce que pour vous, est-ce qu'ils sont une concurrence déloyale, vous qui êtes justement développeur indépendant, ou c'est quelque chose qui est bénéfique parce que ça met en lumière quand même on va dire l'esprit jeu vidéo indépendant. Alors là, j'ai mis 2 exemples, donc Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre, qui a été fait par une petite équipe de chez Ubisoft. Mais ça, pas mal de personnes finalement ont réussi à le savoir un peu avant la sortie du jeu. Par contre, le deuxième, Grow Home, lui, pareil, il a été fait par une petite équipe de chez Ubisoft. Et ça, finalement, les gens ne le savent. Beaucoup de personnes que j'ai consultées ne le savent toujours pas et pensaient que c'était vraiment un petit jeu indépendant. Est-ce que vous pensez que ces jeux qui sont faits par des petites équipes, on va dire dans le même esprit créatif que les développeurs indépendants, est une concurrence déloyale, ou au contraire, c'est quelque chose qui est bénéfique? Je pense qu'il y a 2 gros sujets dans ta question. Le premier, c'est la notion de concurrence déloyale. Et je ne pense pas en fait que développeurs indépendants, on soit en opposition ou en concurrence. Évidemment, il y a une concurrence commerciale, mais il y a une tendance qui est faite par le public qui est assez malsaine à mon avis, de mettre systématiquement en opposition le jeu indé, le AAA. De la même manière que récemment, il y a eu une polémique absolument stupide sur un moteur versus un autre. Qu'est-ce qu'un joueur en a à faire? Les vendettas de joueurs qui disent oulala, non, ce jeu est fait avec Unity, touche pas. Hearthstone, c'est fait avec Unity. Hein. Donc ça, c'est un premier sujet important. Ça a été le cas en plus avec Life is Strange, si je me trompe pas. Before the Storm, qui vient de sortir, a été fait avec le moteur Unity, alors que Life is Strange normal a été fait avec le moteur Unreal Engine. Et il y a une polémique qui s'est créée sur les forums. Les gens étaient en train de s'arracher. Ils étaient littéralement entrés en guerre en disant je vais pas jouer au jeu parce qu'il a été fait avec le moteur Unity. Et du coup, je retrouve pas la même patte que dans l'ancien jeu. J'ai le même problème quand j'achète une maison qui est faite avec des vis cruciformes, je pète un câble. C'est la même logique. Hein. Ça doit être terrible. Ouais, je crois pas que ce soit Unity ou Unreal qui change quelque chose. Enfin, qui en tout cas, sur la qualité finale qu'on peut produire, je pense qu'on peut faire des jeux magnifiques avec Unity et des jeux magnifiques avec Unreal. Je n'étais pas au courant de la polémique. Ah bah voilà. Donc voilà, je sais pas quoi en dire, mais non, je pense que la technologie, surtout la façon dont on l'utilise, qui va faire la différence, et pas les briques de base, quoi. Et donc, du coup, ça vous dérange pas effectivement qu'il y ait des petites équipes chez les éditeurs qui commencent à créer des jeux sur ce même esprit? Bah, tant mieux pour eux. J'imagine toi aussi, tu as bossé chez Ubi de toute façon. Donc, moi, j'ai pas mal de copains qui travaillent chez Ubisoft, qui de temps en temps regrettent des projets à plus petite échelle, se disent c'est dur, je fais un rouage dans une grosse machine. Il y en a aussi qui adorent ça. Et je pense que si on peut, sans les forcer à quitter leur boîte, à changer de job, leur dire voilà un espace dans lequel vous pouvez vous exprimer, voilà un endroit où on vous dit on va pas faire un énième épisode de la même série, mais on va avoir une prise de risque créative, comme ce qu'on disait au début tout à l'heure, c'est super pour eux. Et je vais pas en vouloir à des gens parce que leur employeur c'est Ubisoft, plus que parce que leur employeur c'est Cyanix ou voilà.
Mais vous ne pensez pas qu'à la fin, justement, il risque d'y avoir un moment donné où les éditeurs vont dire on va créer des petites équipes. Chacune de ces petites équipes va créer un jeu indé et on n'aura plus besoin d'aller voir justement les studios indépendants pour prendre leur projet, étant donné que nous-mêmes, on peut le faire chez nous. Plus. Non, je crois pas. Je crois que c'est plus. Je pense pas que ça soit une stratégie globale chez les éditeurs. Je crois qu'ils ont d'autres chats à fouetter et d'autres jeux à faire. Et je pense que et puis c'est bien qu'il y ait qu'il y a eu aussi le table tennis de Rockstar à un moment donné. Je pense que les gens, quand ils bossent 5 ans, 6 ans sur un même jeu, qu'ils puissent se détendre un peu en faisant un truc un peu plus petit, qui a un résultat plus rapide, on va pas leur reprocher. Hein. On va pas commencer à se plaindre de ça, non. Bon, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui ont des petites questions éventuellement sur ce sujet-là? Ah, de ce côté-là. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, c'est plutôt sur un point négatif moi, que je vois sur les gros studios qui se mettent à faire des jeux indie-like, finalement. Est-ce que vous ne pensez pas que ça génère des attentes, du coup, au niveau des joueurs un peu trop élevées, un peu trop décalées? Par exemple, Grow Home, personne ne savait que c'était un jeu fait par Ubisoft, mais qui a quand même eu énormément de moyens derrière. Est-ce que finalement, un joueur ne va pas se dire Grow Home, c'était indépendant, moi je veux un jeu indépendant de ce niveau-là, et un petit développeur qui a fait un jeu avec 30 000 €, c'est pas à ce niveau-là, ça m'intéresse pas. Bah, je pense que si c'est pas Ubisoft, il y aura toujours un indé plus gros que toi. La preuve, aujourd'hui, j'ai la chance d'être assis à côté d'Oscar, qui est aussi indé et qui a quand même pas tout à fait les mêmes moyens que moi. Et je pense que de toute façon, avoir des gens qui poussent les indépendants comme le AAA à innover, c'est un cercle vertueux. Les attentes des joueurs, au final, si elles deviennent plus exigeantes, tant mieux. Ça aidera aussi à faire le tri dans ce qu'on produit, en fait. Ce que nous, on se dit toujours, c'est que finalement, le joueur, il ne sait pas combien un jeu a coûté à produire. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un côté où c'est peut-être plus difficile pour nous qui avons des budgets plus restreints, mais ça pousse aussi à la créativité, ça pousse à nous organiser pour se concentrer sur vraiment ce qu'on peut apporter de différent. On ne va pas pouvoir concurrencer un GTA, mais peut-être que sur les émotions qu'on va arriver à produire, on sera meilleur qu'eux. Voilà, c'est juste bien choisir ses batailles, bien choisir ce qu'on a envie de faire. Et une question, est-ce que vous pensez qu'il y a une typologie de joueurs qui est en train de se créer, enfin d'acheteurs, joueurs qui est en train de se créer, des gens qui vont plus ajuster leur focale sur de l'indépendant en disant voilà, moi j'en ai assez de jouer au AAA, au même jeu, aux séries qui ne se renouvellent pas assez, et des séries qui se renouvellent. Hein. Je ne critique pas du tout le AAA. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une typologie d'acheteurs, joueurs qui vont se tourner vers l'indépendant? Moi, je pense pas. Je pense qu'on peut jouer j'en sais rien, à Call of Duty, à FIFA et à prendre beaucoup de plaisir à jouer à ces gros jeux-là. Et en même temps, de temps en temps, passer à autre chose et voilà, pour une expérience un petit peu différente. J'en parlais justement, c'était à la GDC ou à E3 avec des gens de Take-Two et qui me disaient c'est génial ce que vous faites, vous avez révolutionné l'histoire du jeu vidéo, c'est super. Voilà, donc ça peut être ça peut être une reconnaissance des équipes qui disaient leur jeu préféré, c'était pas du tout normalement un Life is Strange, mais pourtant ils y ont pris du plaisir et je pense que c'est ça. Il y a des fois, c'est comme au cinéma, il y a des fois on a envie de faire un gros blockbuster américain, ça nous fait du bien, et puis parfois un film français un peu plus edgy peut le faire aussi. Donc je pense que c'est ce type de consommation tel que moi je le ressens au niveau des joueurs d'aujourd'hui. Et je me trompe peut-être, j'ai pas fait d'études statistiques. C'est très compliqué à mettre en œuvre, mais ce qu'on peut observer là tout à l'heure quand on voyait Hotline Miami, c'est que finalement les goûts, les couleurs, tout ça, c'est une affaire d'éternel recommencement. Et peut-être que si on avait lancé ce genre de jeu il y a 10 ans, ça aurait pas marché, mais là, 20 ans, 25 ans après, on voit que tac, ça match auprès des gens. Donc je pense qu'on en revient un peu à l'histoire de l'état d'esprit du départ. Si le jeu il est fait dans un bon état d'esprit, on peut souhaiter qu'il fonctionne et tout ça, mais
n'y a pas non plus de profil type de ce côté-là, je crois. Et puis pour revenir sur ta question sur la typologie, je pense que cette question, en fait, elle est un peu à la bourre. Je pense que c'était le cas d'avoir des gens qui étaient vraiment en recherche de jeux indépendants il y a 5-6 ans, quand il fallait fouiller pour trouver le jeu indé. Il existait, mais il marchait pas très bien, il vivotait. Maintenant, il y a un tel effort qui est fait par des gigantesques boîtes comme Valve, Sony, Microsoft, pour mettre en avant le jeu indépendant, que aujourd'hui, moi, quand je lance Steam, effectivement, je ne sais pas combien ont coûté les jeux qui sont featurés devant moi. Tous les jours, on me propose une dizaine de jeux featurés différents, qui donc sont tous estampillés genre oui, c'est bien, tu peux jouer, t'inquiète, t'auras un bon moment. Et en fait, au bout d'un moment, ça se noie complètement dans la tête du joueur de dire bon, ça a été fait par 5 personnes, ça a été fait par 500 personnes. Bon, c'est côte à côte, dans le magasin, ça revient au même. Et c'est plutôt, est-ce que visuellement, ça me semble tentant? Est-ce qu'il y a une promesse d'émotion, de divertissement qui me tente ou pas? C'est bien que tu parles de ça parce qu'on va parler un peu de la French Touch. Hein, les indépendants français face au monde. Tu vois, c'est quelque chose. Alors, l'image est bien trouvée. Alors, pour ceux qui ne voient pas le logo, il s'agit du nouveau jeu de Dontnod qui s'appelle Vampire et qui a fait parler de lui. Il est édité par Focus, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, il va sortir. Et justement, on va parler de cette French Touch, de ce côté. Et on se différencie, on essaie de mettre en avant quelque chose. Et là, pareil, regardez, je vous montre 4 exemples de jeux français qui ont eu énormément de succès à l'étranger. Alors, ce sont tous des jeux indépendants, faits par des studios indépendants. Donc, on a Dofus qui a été fait par Ankama, qui lui a commencé très tôt à fonctionner dès 2003, si je ne me trompe pas. Ensuite, effectivement, on a Life is Strange de Dontnod qui a très bien fonctionné. On a Fury, dernièrement, qui a été fait par The Game Bakers, et je l'ai découvert parce que je pensais pas que c'était français. J'y avais joué et j'avais pas l'impression que c'était français, donc je suis quand même assez fier. Et de l'autre côté, nous avons Heavy Rain qui a été fait par Quantic Dreams, qui, malgré ce que beaucoup de personnes disent, est toujours un studio indépendant, même s'il est lié à Sony. Donc voilà l'exemple typique de 4 jeux français qui ont cette French Touch et qui ont réussi à se différencier et à ressortir du lot. Donc voilà, justement, selon vous, quelle est la position des jeux vidéo indépendants français dans le monde? Est-ce que les gens vont s'intéresser à vos jeux parce qu'il y a ce côté, il a été fabriqué par des Français? Ou alors c'est vraiment le côté, le jeu m'intéresse en premier, après si je découvre qu'il est français, bah tant mieux, au contraire c'est quelque chose de génial. Moi je pense pas, je pense pas du tout qu'un Américain va s'intéresser à un jeu parce que c'est un jeu français. Au contraire, il va se dire oh là c'est français, oh non, je préfère jouer à des jeux américains, je vais rien comprendre, ça parle une langue bizarre et tout ça, je sais même pas où c'est dans le monde, enfin j'exagère à peine. Non, je pense que nous, en tout cas, on a voulu, quand on a créé la société, au début, on avait peur de ce qualificatif, la French Touch. On voulait plutôt s'en éloigner. Aujourd'hui, bon, quand ça marche, on dit toujours c'est super. Mais quand on voit que finalement le marché français est tout petit, c'est quoi, c'est 5% de l'industrie des jeux vidéo ou quelque chose comme ça aujourd'hui dans le monde. Moi, je pense qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'on est français et qu'on fait un jeu avec la French Touch et que ça puisse parler au monde entier. Je pense que il faut qu'on fasse des choses beaucoup plus universelles et finalement cette culture, quand on regarde Heavy Rain, quand on regarde Life is Strange, des trucs beaucoup plus globaux. Ouais. On sent qu'il y a une culture en fait globale et c'est vers cette culture globale dans laquelle on peut apporter quelque chose. Alors peut-être qu'on a des créateurs voilà, qui sont meilleurs, peut-être d'autres qui sont moins bons, mais c'est, je crois pas qu'il faille, en tout cas nous dans notre stratégie, je crois pas qu'il faille insister sur le côté French Touch ou français dans la com. Peut-être après le dire ah ça a marché, bah oui on est français c'est cool, ouais, ça c'est bien. C'est pas quelque chose que vous affichez, mais c'est sous-jacent, c'est toujours là en fait, parce que à la base de la création de Remember Me, c'est quand même un jeu qui se passe à Paris. C'est un jeu qui a été coécrit par ce que je considère être quasiment les plus grands auteurs français actuels écrivains. Et je sais pas, pour ceux qui sont nés à Paris, tout ça, quand on joue dans le jeu et qu'on traverse le Faubourg Saint-Denis et qu'on arrive devant l'Arche comme ça, on se dit oh, c'est là que je bois des coups avec des potes, tout ça. Enfin, c'est quand même quelque chose de fantastique, mais c'est là, mais c'est pas quelque chose qui sert peut-être à vendre, mais c'est quelque chose qu'on revendique quand même de manière sous-jacente, non?
On avait choisi Paris à l'époque sur Remember Me parce que c'était une des destinations touristiques les plus importantes au monde, avec le plus grand nombre de touristes. Et je crois que les Américains, voilà, tous les Américains connaissent la Tour Eiffel et même si certains vont la situer à La place de la Concorde. La ville Las Vegas, puisqu'il y a aussi une tour Eiffel oui, à Las d'accord. Vegas. Okay. Oui, bon. Il y a Paris, Las Vegas, mais je veux dire, c'est quand même. J'ai l'air d'être super anti-américain et on est filmé. Je ne le suis pas du tout. Non, mais par contre, j'adore la culture américaine. Enfin, vraiment, Life is Strange est un. Est-ce que vous très pensez proche justement de la série télé américaine, du festival de Sundance. En fait, je pense que c'est ces tendances-là qui sont plutôt des tendances mondiales, dans lesquelles on peut s'inscrire ou pas, qui vont emmener un jeu vers un public. Et on le voit là, en fait. Je pense que si on affiche ces quatre screenshots dans un autre pays, etc., les gens vont pas forcément dire bah tiens, c'est français. Donc c'est gagné, en fait. Quelque part, c'est gagné. C'est bien, je voulais parler de Remember Me parce que justement, le jeu, j'ai l'impression que le jeu n'a pas fonctionné aussi bien qu'il l'aurait dû à cause du fait que ça se passe à Paris. Life is Strange a fonctionné parce qu'il y a un côté de Amérique. C'est pas à cause de ça? Non, en fait, on a eu, au moment où le jeu est sorti, il y a eu 1 semaine et demie ou 2 semaines après Last of Us, avec un push marketing monstrueux de Sony, noté Capcom. Capcom, à ce moment-là, au niveau du marketing, de la distribution, ils n'étaient pas aussi forts que Sony. Ils avaient une tendance à se recentrer sur le Japon à ce moment-là. Donc on n'a pas pâti de ça à cette époque-là. Mais aujourd'hui, le jeu c'est très bien vendu. Justement sur le long terme, puisqu'aujourd'hui, Dontnod, ce jeu nous rapporte un peu d'argent tous les trimestres et donc est rentable. Enfin, on a atteint les objectifs de qualité et de vente qu'on s'était fixé avec Capcom à l'époque. Alors, petit aparté, est-ce qu'il y aura un remake HD de Remember Me éventuellement pour les personnes qui ne l'ont pas découvert sur PS3? Faut poser la question à Capcom puisque c'est eux qui ont la décision là-dessus. On aimerait bien, mais voilà. Pour l'instant, c'est pas notre décision. D'accord. On a des questions peut-être? Oui, ça arrive. Du coup, ma question c'est est-ce que, comme vous venez de le dire, le marché français a l'air d'être très petit, il doit être d'ailleurs un peu écrasé par tout le reste. Est-ce que du coup, ça vaut le coup pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi de justement se tourner vers l'étranger plutôt que de se tourner vers des studios français en fait? Je crois que vous aviez travaillé à Londres, c'est ça? Vous avez commencé à Londres justement? Non, il faut rester en France. Venez, venez chez Dontnod. Non, ça dépend de comment on a envie de construire sa carrière, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des studios français, il y a des Arkane, c'est très bien. français, il y a Ubisoft, il y a Arkane, on a parlé d'Endless d'Amplitude, il y a Ankama, des éditeurs tels que Focus qui sont en train aussi de grandir, si on a plutôt envie de se tourner vers le métier de l'édition, du marketing, etc. Donc non, je pense qu'on peut aujourd'hui trouver un super job, une super place en France. Après, voilà, effectivement, il y a Montréal qui est une très grosse destination aussi. Même si on a, nous, des talents maintenant qui reviennent à Paris et qui reviennent chez Dontnod alors qu'ils ont passé pas mal de temps chez des géants au Canada et au Québec. Donc voilà. Mais je pense pas qu'il faille être... C'est pas du tout une obligation de partir à l'étranger quand on a fini sa carrière, quand on a fini ses études et quand on cherche un boulot. Je pense qu'en France, il y a... Surtout pour les développeurs, les ingénieurs, il y a énormément de postes et d'opportunités à saisir. Je fais un peu la vente des sociétés françaises et venez bosser chez nous, c'est bien. Parfait, je vais faire un tout petit peu l'inverse. Moi, je suis parti à l'étranger quand j'ai fini mes études, je suis parti aux États-Unis.
Et j'ai aussi bossé en Finlande pendant mes études. Je pense que c'est une expérience qui est quand même très intéressante et qui permet, mine de rien, quand on revient en France, d'être pris beaucoup plus au sérieux par les employeurs français. Par contre, on finit par revenir. Je suis rentré il y a 2 mois. Et effectivement, on a quand même tout un tas d'opportunités super cool en France. En ce moment, l'industrie avance beaucoup, notamment parce qu'il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits par le CNC, par exemple. Il y a tout un Maintenant, tas il y de a un fonds d'aide aux jeux vidéo. Il y a des chaînes de télé. Il y a Arte notamment qui accompagne beaucoup de jeux vidéo. C'est des plus petits budgets, c'est des plus petites équipes, mais c'est déjà ça en fait. Oui, et puis il y a le crédit d'impôt jeux vidéo qui est quand même maintenant quasi, ou peut-être même dans certains cas, puisque l'assiette est plus large, au niveau du crédit d'impôt canadien. Donc on a une belle structure et on a les moyens maintenant, je pense, pour se développer. Et de bonnes écoles aussi. Et de très bonnes écoles. Ouais. Donc, oui, moi je suis assez optimiste sur le développement de l'industrie du jeu vidéo en France. Même si on représente une petite part du marché, finalement, la créativité, elle est là et il y a moyen de faire de belles choses. Ouais. Là encore, il ne faut pas confondre créateurs et joueurs. On reste une grosse force de production en France et ça redémarre après une période un peu creuse. Donc il y a tout un tas de boîtes qui se montent et si c'est un truc qui botte aussi, monter une boîte indé, c'est une expérience assez marrante. Bah voilà, la messe est dite. Quelque chose à dire? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. J'ai compris. Non, j'y vais. Moi, j'aurais une question. Vous aviez l'air de dire que quand on est une entreprise de jeux vidéo française, on se cache un peu. Effectivement, Life is Strange, c'est un jeu qui se passe aux États-Unis. Comment on fait un jeu américain quand on est une boîte française, en fait? Comment on fait croire qu'on est aux États-Unis? On parlait de culture un peu globale. Aujourd'hui, on est tous baignés par la série télé américaine, par les films américains. Il y a une vraie culture qui est là et qui déploie un peu partout. On peut y apporter effectivement des choses particulières, des choses peut-être un petit peu différentes, innovantes. Mais nous, c'était l'équipe créative. Moi, je gère la boîte. Je ne suis pas réalisateur de Life is Strange. Mais les 2 réalisateurs, que ce soit Michel Cor ou Raoul Barbé, ils étaient baignés dans la série américaine, les Twin Peaks, les X-Files, toutes ces séries-là. Il y en a des plus récentes que j'ai plus en mémoire, mais parce que je suis un peu âgé, moi, déjà. C'est bien d'avoir des jeunes face à moi, c'est cool. Et d'ailleurs, dans cette industrie, il y a toujours des jeunes, donc c'est vraiment sympa. Oui, quand les gens sont vraiment gros consommateurs de ce type de divertissement, des films aussi indépendants américains, tels que le Festival de Sundance, etc., ils s'y retrouvent quelque part et ils n'ont pas besoin de faire d'efforts particuliers pour y arriver. Alors après, ce qui se passe aussi, c'est que Life is Strange a été écrit en français au départ, en tout cas dans la version du scénario, on va dire, de l'arche narrative. Mais derrière, il faut bien sûr s'adresser ensuite à des auteurs américains qui vont faire le dialogue pour que ça sonne américain, pour que la façon dont un jeune américain de 17-18 ans, quand il écrit ses SMS, nous, non, pas bien faire. Donc là, il faut effectivement un peu de support de nos amis de l'autre côté de l'Atlantique pour y arriver. Pareil pour tout ce qui est voix, les acteurs sont évidemment à Los Angeles, etc., pour avoir des choses qui fonctionnent. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez pas voulu faire de doublage français pour le jeu? Est-ce que c'était pour rester collé à cet esprit? Parce que on vient de dire que le scénario à la base était écrit en français et vous n'avez pas voulu à un moment donné faire une VF? Alors il y a une version, les sous-titres français qui sont là, bien sûr. On a une version voix japonaise qui a bien marché. Mais en fait, non, c'était plus une discussion. Pareil, c'est des coûts, donc c'est des coûts, combien ça va coûter, combien ça va rapporter. Et l'idée de se dire que c'était pas un investissement vraiment nécessaire d'enregistrer dans différents pays, en France ou ailleurs, les voix, puisque les gens finalement, je sais pas comment vous regardez la télé ou la télé.
personne regarde On est déjà la bien télé, mais habitué. Quand vous regardez les séries. Son VO sous-titré, iPad, quoi. voilà, on est tous en VO sous-titré et donc c'était pas quelque chose qui était une demande des joueurs en fait et on est resté là-dessus. D'accord. Bon, bah maintenant je sais que Life is Strange est disponible en japonais. Je vais essayer. Une autre question? Les personnes? N'hésitez pas. Hein. Bon, bah alors écoutez, on va arriver bientôt à la fin de ce débat. Alors. Pas une dernière. Non, on est déjà à la fin. Face au monde. On est face au monde, mais justement, on va pouvoir justement demander un peu à l'actualité de nos invités, étant donné que chacun a quand même une actualité à défendre. Alors, on va commencer par Baptiste. Une actualité, ça dépend ce qu'on entend par là. Donc non, moi donc je suis, ça fait des années que je suis dans la presse jeux vidéo, donc je vais faire que répéter ce que j'ai dit au départ, hein. Mais que donc ouais, on publie des magazines où on essaie de publier le plus de contenu possible, un peu différent, même si c'est pas toujours évident parce que il faut qu'on parle des gros jeux, des grosses sorties, des FIFA, etc. Mais on fait aussi des choses intéressantes. Et tout à l'heure, on parlait en aparté des masterclass qui sont organisées à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et là, c'est intéressant parce que ça permet de voir la trajectoire des créateurs de jeux qui sont partis de pas grand-chose, qui sont souvent partis d'un petit développement de garage pour aujourd'hui faire des jeux que tout le monde connaît. Et ça permet de voir des photos assez rigolotes où on voit les coupes de cheveux avec les mulets dans les années 80, tout ça. Et non, mais du coup, c'est assez émouvant. Enfin, souvent, ça commence par des détails un peu émouvants d'enfance, tout ça. Et on voit que finalement, ces gens qu'on adule, qui ont fait des super jeux, sont des gens comme nous, en fait. Voilà. Oui. La dernière masterclass, on a appris que Glenn Schofield avait travaillé sur des jeux Barbie. Voilà. Mais oui, on apprend des détails comme ça, souvent assez saugrenus, ouais. Écoute, c'est pas une honte, hein, je veux dire, si le jeu était bon. Il a dit qu'il s'était amusé, donc c'était le but. Voilà. Et donc, la prochaine couverture, ça parlera de quoi? De quoi? La prochaine couverture, c'est The Game. De The Game? On n'est pas censé le dire comme ça. Ah, ouais. Même pas un petit indice? Non. Ah, c'était tant qu'il n'y a pas eu de... Je respecte le protocole. On a une question là-bas, éventuellement. C'est par rapport à la prochaine couverture du Game, on n'a pas le droit de le dire. Mais vraiment, je vous conseille de le lire. C'est un magazine. Alors moi, je le lis personnellement aussi de temps en temps. Et l'avantage, c'est que c'est pas le magazine type genre news, test. Voilà, c'est un peu plus profond. C'est vraiment. Le cahier critique est souvent assez réduit, quoi. Il y a 3-4 tests, mais c'est surtout beaucoup du backstage, des rétrospectives. Et quand je peux parler des jeux indés, ce qui est même pas forcément toujours évident, hein, je dis ça. Voilà. J'essaie, quoi. Voilà. Alors, on avait une question, effectivement. Bonjour. Bonjour. C'était une question justement pour Monsieur Perron. Justement, la presse ayant des difficultés face au numérique actuellement, pour le public du jeu vidéo qui est justement un public encore plus connecté, peut-être encore moins intéressé à la presse, est-ce que la presse du jeu vidéo n'a pas encore plus de difficultés que la presse actuelle? Elle en a connu des immenses parce que moi et des tas d'autres collègues, on l'a vécu de plein fouet, notamment... en l'an 2011 en fait, en l'an comme si ça remontait, voilà. Mais en 2011 en fait, il y a eu la société pour laquelle je travaillais, Yellow Media, qui a été liquidée et du coup ça a mis plein de gens sur le carreau. On détenait à peu près si on cumulait les titres hardware, tech, jeux vidéo, etc., on avait quasiment une vingtaine de titres. Et tous ces titres-là ont disparu, même des titres emblématiques comme Joystick, Console Plus, on va pas faire la liste, voilà. Et donc, ouais, on a traversé une grosse crise. Pendant un moment, en France, il y avait plus que 3 ou 4 magazines de jeux vidéo. Enfin, même pas, c'était vraiment réduit à peau de chagrin. Et puis, il y a eu une petite renaissance qui s'est organisée au fil des années. Et à partir de 2014-2015, ont été construits ces magazines tels que le JV Le Mac, qui existe encore et qui fait un très très bon travail. Je les salue. Il y a eu Games, hélas, qui a disparu entre-temps, comme quoi c'est toujours pas évident, mais qui là aussi réalisé des super dossiers, des superbes interviews, des portraits. Donc l'âge d'or est terminé, on va dire, mais on va dire qu'il y a eu une petite embellie, et à mon avis, cette embellie, elle est due au fait que tous ces magazines qu'on a cités, je cite également Canard PC, tout ça, ont vraiment la volonté de faire de la qualité. Et que ces magazines, si ils voulaient juste être des prospectus, des espèces d'auto-journal du jeu vidéo en quelque sorte, je pense que ça fonctionnerait pas. Parce que comme tu le dis, la concurrence du web, elle est trop forte, sans parler de celle des youtubeurs aujourd'hui, donc on peut plus réagir à chaud sur l'actu, c'est fini. Mais si on a la volonté de faire des choses avec de la profondeur, là on peut tirer un peu son épingle du jeu. C'est pas la folie, mais c'est toujours ça de prix. Pas d'autres questions pour... Ah si, voilà.
Je t'en prie, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question, c'était plus sur justement, voilà, vous parliez d'âge d'or, mais sur la question de l'âge d'or du jeu indé qui est peut-être déjà derrière nous. C'était en fait, justement, est-ce que on a l'impression que il y a toujours plus de jeux indés, de plus en plus facile de faire un jeu avec tous les moteurs qu'on a aujourd'hui. Est-ce que justement, il n'y a pas un moment où ça va vraiment péter et peut-être qu'on va avoir une grosse part d'indés qui vont tout simplement peut-être mourir, mais peut-être qui permettrait de permettre à d'autres de survivre. Ça fait quelques temps qu'il y a cette espèce d'ombre noire de l'indie apocalypse ou l'indie apocalypse qui nous tourne autour. Moi, j'ai arrêté d'y croire. Elle m'a fait peur pendant un moment. Mais là, c'est bon. Au bout de 3 ans, j'y crois plus trop. Et je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeux qui sortent, tout ça, et ça prend de l'espace et ça occupe les joueurs. Maintenant, il y a aussi toujours cette différence dont on parlait plus tôt, quand on fait des jeux et quand on fait des jeux pour en vivre. Les gens qui rentrent le soir, ouvrent Game Maker, font un truc en récupérant des assets qui sont fournis ou en suivant un tuto, et se disent «Ah bah maintenant, si je paye 100 balles, je peux le mettre sur Steam, vas-y, on verra ce qui se passe». C'est ça la source des 5000 jeux qui sortent sur Steam par an. C'est pas des gens qui mettent leur trip pendant des mois, voire des années, à faire un jeu. Enfin, il y en a, hein, bien sûr, mais la majorité, c'est pas ça. Et au final, les joueurs, ils font quand même le tri eux-mêmes plutôt bien. Puis il y a eu un excellent article sur Gamecult où il parlait et cette phrase un peu choc de dire que dans le jeu vidéo, et plus encore en indépendant, l'échec n'était pas une exception. C'était même la norme, quoi. Et que la réussite, au contraire, est l'exception. Enfin bref, voilà. Désolé d'être déprimant comme ça. Et donc on sait que l'indie apocalypse n'existe pas. Et que de toute façon, voilà, le marché est amené à se verrouiller un petit peu parce qu'effectivement, même Valve est en train de voir que justement, c'est ce genre de jeu qui est en train de polluer le marché. Et ils sont en train de créer justement quelque chose pour essayer de contrer ça et d'essayer de ramener un petit peu. Alors, c'est pas encore pour tout de suite qu'on l'aura, effectivement. Il faut pas oublier que Valve, c'est une entreprise, donc elle gagne quand même de l'argent sur ces jeux qui ont été craftés en une soirée avec des potes un peu bourrés. Mais voilà, je crois pas qu'il y aura effectivement un après-âge d'or, un apocalypse ou un moment où tout va s'effondrer. C'est vraiment, je crois que ça va arriver crescendo. Il y aura un moment où certainement même d'autres personnes vont arriver et vont vouloir créer des sites ou même des marchés dans lesquels on mettra un peu plus en avant les jeux quali que mettre tous les jeux comme c'est le cas actuellement sur Valve. Sur l'App Store, c'est 200 000 jeux qui ont été disponibles en 2016, donc c'est absurde, c'est surréaliste. Mais voilà. Puis on est parti de très haut, quoi. Il y a eu cet âge d'or du jeu vidéo indépendant avec Braid, avec FaZe, tout ça, et médiatisé avec le film Indie Game aussi, qui a marqué beaucoup de gens. Alors forcément, quand on a connu du très haut tout de suite et qu'on est dans le creux de la vague, ça va sûrement remonter. Hein. Il y a cette créativité en France qui fait qu'il y a beaucoup de jeux vidéo indépendants qui sortent justement de ce que tu disais, qui vont vers de la créativité et pas sur je récupère des assets à droite à gauche et puis je me mets sur Unity ou n'importe quel autre moteur facile d'accès, enfin plus facile d'accès vers des jeux. Ouais. Qui est importante, une autre variable qui est importante, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de joueurs et que les créateurs de jeux savent aussi se réinventer, parler à d'autres publics. Je vais dire un gros mot qui n'a pas encore été dit ce soir, mais je vais parler un tout petit peu de jeux mobiles. Aujourd'hui, un des jeux, je crois, dans le top 5 aujourd'hui sur iOS, c'est un jeu où on customise des maisons et on vote pour dire celles qui sont jolies. Ça parle pas tout à fait aux mêmes personnes que FaZe. C'est aussi une démonstration de l'industrie qu'elle est capable de dire aujourd'hui, parce qu'on a des nouveaux moyens de parler aux joueurs et des nouveaux publics, on va s'adapter à ces publics-là et continuer à perpétuellement réinventer la manière dont on raconte des histoires et on aide les gens aussi à se raconter des histoires eux-mêmes. Alors justement, c'est l'occasion, David, pour nous parler de ce que tu fais et du jeu justement sur lequel tu es. Tu peux nous en parler un petit peu plus ou c'est encore confidentiel, c'est encore en développement et tout ça? C'est un peu compliqué de parler du jeu sur lequel je travaille. Je vais parler très très vite de la boîte. Vas-y. Donc c'est initialement une boîte de com qui a décidé de faire des jeux vidéo et qui a recruté pas mal de monde qui viennent du milieu du jeu vidéo. C'est un schéma assez classique, mais en général, il n'y a pas les gens qui viennent du jeu vidéo. Donc là, on a des raisons de se dire que ça peut peut-être marcher. Donc, je vais peut-être regretter ça, mais on recrute des devs en ce moment. Ne me sautez pas tous dessus, s'il vous plaît. Mais voilà, donc ce qui est le truc à noter, c'est qu'on devrait sortir notre premier jeu, qui pour le coup sera un projet mobile,
en milieu d'année prochaine. Et voilà, on est en pleine phase de croissance, donc on va recruter, on espère, une dizaine de personnes sur l'année qui vient, sur des profils variés, que ce soit des devs, des GD, des graphes. Du coup, pour tous ceux qui veulent bosser dans le jeu vidéo, j'imagine que la majorité, vous êtes au courant, surtout si vous êtes là ce soir. Mais suivez la FJV, puisqu'il y a des annonces pour plein de boîtes, y compris celle où je travaille. Voilà. Oscar, toi, tu peux nous parler un petit peu de ton actualité. Alors, il y a Vampire qui va sortir bientôt, donc ça, tu peux nous en parler. Après, moi, en tant que fan de Life is Strange, je vais demander quand même quelques infos sur le deuxième épisode, même si tu vas me dire que normalement, c'est confidentiel et que tu n'as pas le droit d'en parler et qu'il faut demander à Square Enix. Mais quand même, si on arrive à gratouiller un tout petit peu d'informations ce soir, ça peut être pas mal. Non, là tu ne sais pas. Là j'en demande trop. Non, mais il y a Before the Storm qui est sorti, qui n'est pas un jeu fait par Dontnod, mais qui est un jeu fait par un studio américain qui s'appelle Deck Nine, et qui est donc le prequel à Life is Strange. Donc je vous invite à jeter un œil dessus. Voilà, même si c'est pas nous, c'est quand même pas si mal. Même si c'est fait avec Unity, c'est quand même bien. Voilà, on est très content que Deck Nine aussi continue à travailler sur la marque et développe ce prequel qui est vraiment sympa. Et nous, on travaille sur la deuxième saison, dont je ne peux pas parler. Et au printemps, nous allons sortir donc Vampire, qui est un autre jeu narratif un peu différent, avec une histoire forte. Voilà, un médecin qui rentre de la Première Guerre mondiale, qui se retrouve, qui a fait les tranchées quand même, donc déjà c'est assez dur pour lui, qui arrive à Londres, il est face à l'épidémie de la grippe espagnole qui a vraiment ravagé, qui a fait je crois 30 millions de morts en Europe, enfin c'était une catastrophe. Et pour ajouter à tout ça, il se retrouve transformé en vampire, donc voilà. C'est une époque difficile, c'est dur pour lui, mais c'est vachement bien. C'est une double nature. On va être là dans un jeu de rôle avec un médecin qui est en même temps un serial killer. Donc, qu'est-ce que ça va produire? Comment on va vivre ça? Comment on va appréhender ça? Comment on va voir la conséquence de nos actes sur les gens qu'on va choisir de sauver ou au contraire, de tuer. Et c'est vraiment un très beau projet, un très beau jeu. On s'attaque aussi à un semi-open world, donc un autre type de jeu techniquement assez complexe à réaliser. Mais voilà, donc on est très, très, très content et très fiers de ce jeu, et j'espère que vous allez aimer. Voilà, écoutez, merci vraiment à vous d'être venus. On a une question derrière, voilà. Je connais ce monsieur. Ouais, bonjour. Bonjour. Donc, j'ai une question un peu embêtante, mais il se trouve, donc, comme vous, je suis un peu spécialiste du sujet. Vous avez dit quelque chose qui m'a fait réagir. Vous avez dit, en gros, les choses vont de mieux en mieux, il y a de plus en plus d'aide. Ce qui semble dire que, d'une certaine façon, les indépendants dépendent d'argent extérieur. Et quelque chose qui finalement marque quand on compare vos 3 profils et vos 3 déclarations, c'est que quand il s'agit de vous demander ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez faire par la suite, finalement, vous ne pouvez pas en parler, un peu comme si vous étiez dépendant du bon vouloir d'autres personnes. Alors si finalement des indépendants sont à la fois dépendants d'argent extérieur et dépendants des décisions d'autres personnes pour parler de ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils sont vraiment indépendants? Alors là, je crois qu'on pourrait faire un débat entier sur cette question-là. Est-ce que vous avez 2 heures pour qu'on puisse en parler? Écoute, je t'en prie. Non, moi je ne crois pas que ça soit une question d'indépendance, de choisir le moment où on parle de nos projets. C'est plus des histoires de communication et de cibler un certain nombre d'informations sur un moment donné. Et je pense que si je travaillais sans éditeur, je le ferais de la même façon. Donc non, c'est plus une stratégie de communication, moins que d'être forcé par quelqu'un à ne pas parler. Et puis très rapidement, on a beau être indépendant, on est toujours très très dépendant de quelqu'un d'extérieur qui est le joueur. Et puis on peut pas tout balancer au premier encart comme ça, sinon c'est... Il paraît qu'on peut prendre une bière à côté. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment. N'hésitez pas à les suivre. Alors ici, j'ai mis vraiment leur adresse Twitter. Donc on a Dontnod, #Oscar, David Rabineau, Baptiste Perron.
On a MO5 également sur Twitter, l'association de loisirs numériques qui fait les rencontres vidéoludiques en collaboration avec mo5.com. Entre autres. Et nous avons forcément 42, si vous ne le connaissez pas vraiment, vous qui êtes étudiants pour la plupart de l'école 42, shame on you. Merci à tous, vraiment. Et je vous dis à une prochaine fois pour les rencontres vidéoludiques. Oui, je pense qu'il ne peut pas cacher qu'il est fan, en fait. Oui, non, effectivement, je crois. Donc, merci à tous encore d'être venus et à une prochaine fois. Merci, Peter. Merci à vous.